Comment rester serein quand tout s'effondre de Fabrice Midal aux éditions Flammarion, Versilio. Chapitre 12. Comment agir? Nous sommes trop souvent spectateurs de nos vies. Hannah Arendt avait tout juste 26 ans, mais déjà une longue vie derrière elle, quand le 27 février 1933, elle est arrêtée par la Gestapo dans son Allemagne natale. Elle comprend à ce moment que face à la montée du nazisme, elle ne peut plus rester spectatrice. La terre tremble sous les pieds de l'Europe. Le réel lui demande de s'engager, elle doit agir. Relâchée par chance, elle quitte sur le champ l'Allemagne, rejoint la France à pied et participe à l'accueil des Juifs qui affluent, croyant y trouver refuge. Nous sommes nous-mêmes trop souvent simples spectateurs de nos vies. Je constate que j'ai perdu mon travail, que mon enfant est malade, que ma compagne ou mon compagnon m'a quitté. Je me regarde dans cette situation douloureuse et difficile. Et puis, c'est tout. Au lieu de nous poser la seule question qui vaille, que faire? Nous allons, selon les cas, soit nous arrêter à la place sans réussir à la dépasser, soit adopter la position du pseudo-sage qui contemple la situation avec distanciation, en essayant d'éviter toute émotion. Pour Arendt, ces deux positions sont intenables, justement parce qu'il y a crise. Nous ne sommes pas au cinéma, mais dans la vraie vie. Nous ne regardons pas, nous sommes les acteurs de ce qui est en train de se dérouler. En 1940, avec l'avancée des troupes allemandes, elle est à nouveau arrêtée, internée, libérée, en fuite. Elle réussit finalement à rejoindre les États-Unis et ne reviendra plus en Europe. Elle ne sera plus jamais la même. Elle renonce à la philosophie, ou plutôt à une certaine idée de la philosophie qui ne fréquente que le monde du pur des idées et omet de mettre les mains dans le cambouis. Avec elle, les idées seront désormais au service de l'action. Elles entreront dans le mouvement de la vie plutôt que de la surplomber et de la gorger de « il faut »,« il ne faut pas » et d'autres considérations irréalistes. C'est avec cet objectif qu'elle s'engage comme journaliste politique et invente une toute autre manière de philosopher, en repensant le totalitarisme et la violence de notre temps, la singularité de notre monde. Et elle a cette merveilleuse phrase: « Une crise ne devient catastrophique que si nous y répondons par des idées toutes faites. » Elle revient ainsi à la dimension originelle de la philosophie, le questionnement tel qu'il a été introduit par Socrate. La crise nous invite en effet à sortir de ce que l'on connaît déjà et d'une certaine manière à penser contre soi, contre ses acquis, contre ses préjugés, contre tout ce qui nous immobilise, contre la répétition de nos manières de faire, d'avancer, de penser, que nous prenons pour des vérités, mais qui ne sont que des croyances. Elle nous pousse à questionner ce qui nous semble évident, à interroger ce que nous n'interrogeons jamais, à remettre en question ce que nous voyons, quitte à entrer dans une forme d'intranquillité. Si je veux la tranquillité, je ne questionne plus et je reste dans l'impuissance. Hannah Arendt nous pousse à tomber le masque que nous portons, surtout quand nous sommes en échec, face à une épreuve, et que nous persistons à vouloir renvoyer une image qui ne correspond pas à ce que nous sommes, à ce que nous vivons. Elle-même aurait pu s'arc-bouter sur sa nature de brillante étudiante en philosophie, mais quand elle a fui l'Allemagne, quand elle a été incarcérée en France, elle était juste Hannah Arendt, une femme qui luttait pour sa survie, qui agissait. J'ai connu des dirigeants d'entreprise qui, au milieu de la tempête, s'accrochaient à leur masque qui les enfermait, n'agissaient qu'en fonction de l'image qu'ils voulaient renvoyer et se renvoyer, et qui en étaient paralysés. Ils commettaient des erreurs. Ce n'est qu'en se libérant de ce masque, en acceptant de montrer qu'on a peur, qu'on est angoissé, qu'on a des émotions, des sentiments, qu'on est humain, que l'on parvient à se relier à la situation, à accepter l'épreuve de ce qui arrive,
à en faire l'expérience et à partir de là, à vraiment agir. J'ai perdu mon travail? Je commence par me poser la seule question qui vaille. Qu'est-ce qu'il se passe? Je vais y répondre honnêtement, objectivement, sans honte et surtout en laissant tomber les idées toutes faites que j'ai adoptées sans m'en rendre compte et qui m'encombrent. Je vais questionner ce qui me paraît être des évidences, mais qui ne sont souvent que des habitudes, des routines, des préjugés. Je suis cadre, mais il n'y a que les travaux manuels qui me passionnent. Ou au contraire, j'ai un CAP d'ébénisterie, mais je me sens une fibre de commercial. Qu'est-ce qui m'interdit de tenter l'expérience? Je vais sortir de la routine et découvrir qu'il y a beaucoup d'espace autour de moi, des possibilités, de nouvelles évidences qui m'appartiennent. Je vais surtout accepter de ne pas avoir de réponse immédiate et continuer de me questionner. Nous voudrions trouver un chemin par un simple claquement de doigts et, si possible, sans ressentir la peur, l'angoisse, la souffrance. Or, ce chemin du tout ou rien est celui de la puissance. Quand on veut tout, on n'a rien. La vie ne se donne qu'à petits pas. Elle nous demande parfois de forcer une porte qui résiste au lieu de la regarder de loin en attendant qu'elle s'ouvre. Elle ne s'ouvrira pas toute seule, c'est elle qui attend que nous la poussions. En se remettant sans cesse sur le métier, en partant du concret de ce qui est, on trouve le chemin, on invente de nouveaux chemins. Quelle question cette crise me pose-t-elle? Pour le moment, je ne vois aucun possible, mais je peux garder les yeux ouverts en continuant de m'interroger, de m'aiguillonner. Arendt n'aurait pas été Arendt si elle n'avait pas traversé les épreuves dans des conditions plus difficiles. C'est sa vie qui se jouait face aux nazis. Elle a agi. Mais attention, l'action dont je parle n'est pas la gesticulation. Elle n'est pas non plus l'activisme. On la reconnaît à une particularité. Elle crée quelque chose. Si engager nous fait parfois peur, ne nous a-t-on pas appris qu'il faut réfléchir avant d'agir? Mais c'est une erreur quand la réflexion devient enlisement, ressassement, paralysie. Un grand chef n'invente pas une nouvelle recette derrière son bureau, mais devant ses fourneaux, après s'être libéré des idées reçues qui l'entravaient dans sa créativité. Il agit, quitte à se tromper et à recommencer. Allons-y, avançons. Le premier pas peut être intimidant. Les suivants le seront beaucoup moins parce que nous serons pris dans la jubilation de l'action qui nous donne la force, l'énergie et la confiance. C'est un cercle vertueux grâce auquel nous pouvons toujours continuer à nous réinventer, à grandir.